Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui ont eu la gentillesse de venir ici à l'Écuge, bonsoir à tous ceux qui sont sur Zoom ou qui vont nous rejoindre dans quelques minutes, le temps de se connecter. Bonsoir, docteur Cyrulnik. Alors, pardonnez-moi, si vous me voyez tourner, c'est parce que pour que je voie le docteur Cyrulnik, il faut que je me tourne vers l'écran. Je suis très heureuse de souhaiter à tous la bienvenue pour cette conférence qui ouvre le cycle des rencontres des lundis de Wiesel et ouvre en même temps cette nouvelle saison de l'Institut Elie Wiesel. Alors, comme vous le savez ou comme vous vous en doutez, Boris Cyrulnik aurait dû être avec nous ici à l'Écuge. Malheureusement, je ne sais pas si vous connaissez, enfin certains d'entre vous connaissent, je suis sûre que Boris Cyrulnik connaisse, il y a une expression dans le yiddish de mes parents qui est Der Mensch tracht und Gott lacht. Et ça veut dire, eh bien, l'homme organise, il prépare, il fait des plans, et puis le bon Dieu rigole. Et donc, ça fait des mois qu'on avait prévu évidemment cette conférence pour inaugurer les lundis de Wiesel. Ça fait des mois qu'on savait que tout était prêt. Et puis hier soir, comme vous l'avez peut-être entendu aux infos, les fenêtres du ciel se sont ouvertes au-dessus de Toulon, au-dessus de Nice, au-dessus de Marseille, enfin de la région. Et donc, il n'y avait pas de train, il n'y a pas de route. Et Boris Cyrulnik est coincé chez lui à la maison. Comme il nous disait tout à l'heure, pour sortir de chez lui, il faut qu'il mette un tuba et des palmes. Donc, eh bien voilà, on fait avec et on va faire ça sur Zoom. L'autre petit changement pour ceux qui connaissent les lundis de Wiesel, c'est que normalement, c'est Franklin Roski, le doyen de l'Institut Elie Wiesel, l'un de ses fondateurs, qui présente, qui lance les nouvelles saisons. Malheureusement, Franklin a des soucis de santé, donc j'ai le plaisir de le remplacer ce soir. Mais vous verrez tout à l'heure, je lirai quelques lignes qu'il nous a envoyées pour Boris Cyrulnik. Alors, je vais vous demander 3 minutes de patience à ceux qui connaissent bien cette maison pour la présenter très rapidement à ceux qui ne la connaissent pas. Et pour commencer, je vais dire un petit mot sur Elie Wiesel puisque c'est son nom que porte l'Institut. Elie Wiesel, alors vous le savez tous, romancier, essayiste, dramaturge, témoin et porte-parole de ceux qui ont comme lui traversé l'enfer. Et puis Elie Wiesel, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1986 pour avoir transmis à l'humanité un message de paix, de réparation et de dignité. C'est ce qui était dans le discours de l'Académie Nobel. Alors cette œuvre et cette récompense, donc on les connaît tous, on en a tous entendu parler, mais il y a une autre facette aux activités d'Elie Wiesel qu'on connaît moins, c'est que pendant 40 ans, il a été prof. Pendant 40 ans, il a fait la navette de New York, où il habitait, à Boston, parce qu'il enseignait à l'université de Boston, il enseignait un cours sur la littérature de la mémoire. Et c'est un cours où il faisait travailler ses étudiants autant sur des textes bibliques que sur de la fiction contemporaine. Et c'était une partie très importante de ses activités. C'était un formidable prof et c'était quelque chose qui lui tenait infiniment à cœur. Wiesel était un passeur, c'était quelqu'un qui aimait transmettre. Et donc, quand il y a 16 ans exactement, Edmond Elalouf et Rafi Marciano, qui dirigeaient ce qui s'appelait à l'époque le centre communautaire, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui l'Écuge, quand ils ont été voir Elie Wiesel, avec qui ils avaient déjà travaillé, et qu'ils ont été le voir avec Franklin Roski pour lui proposer de participer à un projet qu'ils avaient en tête, le projet de mettre en place, de créer un institut universitaire consacré à l'enseignement supérieur de la civilisation du judaïsme. Eh bien, Elie Wiesel a accepté que ce nouvel institut porte son nom et il s'est personnellement impliqué dès les débuts. C'est pour nous évidemment un honneur, mais c'est aussi une obligation. Depuis toujours, la raison d'être de l'Institut Wiesel, son ADN en quelque sorte, c'est la transmission. Une transmission ouverte et pluridisciplinaire, mais dans un cadre défini très spécifiquement. Nous sommes un institut universitaire reconnu par la Chancellerie des universités de Paris, ce qui implique que tous les cours qui sont donnés à l'Institut sont donnés par des profs qui enseignent par ailleurs à l'université ou des profs qui peuvent enseigner à l'université. Et l'éventail des sujets est impressionnant. J'ai ouvert au hasard le programme de cette année, 2021-2022,
Et j'ai trouvé, par exemple, un cours du psychanalyste Paul-Laurent Assoun sur les idoles dans la Bible vues d'un point de vue psychanalytique. Un cours de Daniel Cohen-Lévinas sur la philosophie juive allemande et la question de la prophétie. Une réflexion sur la judéité de Kafka que nous propose Philippe Zard. Ou encore un cours d'hébreu biblique par un linguiste spécialiste des langues sémitiques, Jonas Sibony. Ou enfin un cours de Sonia Fellouz sur la représentation des Juifs dans l'art. Sincèrement, c'est un programme d'une grande richesse et j'en profite pour rendre un hommage rapide à ceux qui font vivre cet institut. Donc d'abord son doyen, Franklin Rauski, qui a fait de cette institution ce qu'elle est. Dans un moment, je vais vous lire les quelques lignes qu'il nous a envoyées pour Boris Cyrulnik. Et je voudrais quand même lui souhaiter de notre part à tous un prompt rétablissement. Je voudrais aussi rendre hommage à Gad Ibgi, que certains d'entre vous connaissent sûrement, le directeur de l'Institut, alors qui fait partie de ces gens qui ont 6 bras parce qu'ils peuvent à la fois mener 2 conversations par téléphone, taper un mail, boire un café, enfin... Gad, sans qui, là encore, l'Institut n'arriverait jamais à fonctionner. Et puis un troisième nom que je veux citer, c'est Martine Cohen, que vous avez eu au téléphone, que vous avez eu par mail ou que vous aurez par mail si vous avez affaire à l'Institut, parce que sans elle, vous ne saurez jamais à quelle heure est votre cours, et surtout les profs ne sauront jamais quand a lieu leur cours. C'est elle la cheville ouvrière de cette maison. Alors, l'Institut Elie Wiesel, en un mot, est un lieu vivant, dynamique, plein d'ambition, et c'est d'ailleurs une de ces ambitions qui fait que nous sommes là ce soir. Certains d'entre vous dans la salle avec nous, Boris Cyrulnik chez lui devant son écran, et certains d'entre vous chez vous derrière votre écran ou devant votre écran comme on veut. Il y a 3 ans, l'Institut Elie Wiesel a décidé d'ajouter une corde à son arc en lançant ses conférences les lundis de Wiesel. C'est ce cycle de conférences que nous ouvrons ce soir. Et avant de passer le micro à notre invité, je vais vous lire donc le message promis de Franklin Rauski. Je cite: « En présentant le docteur Cyrulnik, psychiatre, psychothérapeute, chercheur en éthologie, on ne peut ignorer la contribution primordiale qu'il nous a donnée dans la compréhension du psychisme, ce concept de résilience. » À partir de ses recherches et de son expérience clinique, Boris Cyrulnik propose une vision de la résilience comme faculté essentielle de l'être humain de se reconstruire après les traumatismes du passé. Cette capacité de l'être humain de refaire sa vie au-delà des drames vécus est un outil fondamental dans le travail thérapeutique. Mais au-delà de ce concept, Boris Cyrulnik a exploré de nombreuses perspectives pour comprendre le lien social, et parmi ces perspectives, celle de la construction de la famille qui n'est pas un modèle immuable et figé, mais plutôt une structure en mouvement à travers les sociétés et les périodes de l'histoire. Pour nous parler de ce que représente la famille dans notre monde contemporain, Boris Cyrulnik propose d'appeler sa leçon « Les nouvelles familles ». Nous le remercions très vivement. Lui qui est membre du conseil académique de l'Institut Elie Wiesel, nous le remercions de nous offrir une leçon sur la vie des hommes dans le monde contemporain. Je vous laisse tout de suite le micro, Boris Cyrulnik. Je voulais juste préciser que quand vous aurez fini votre intervention, on a réservé un petit espace aux questions. Donc les gens qui sont avec moi dans la salle et nos auditeurs sur Zoom, nos spectateurs sur Zoom, pourront vous poser quelques questions. Merci à vous. Merci, je suis ravi d'être avec vous. J'aurais préféré être près de vous, mais enfin, les machines permettent quand même de limiter la casse. L'idée que je vous propose, c'est de penser que les familles ont toujours été nouvelles. À Rome, la famille, définissait les gens qui habitaient sous un même toit, le même domus. Et les esclaves, donc, faisaient partie de la famille. Et lorsque le patron, le dominateur de la famille mourait, il arrivait que l'esclave hérite de ses biens mieux que les fils. Chez les aristocrates, les femmes cachaient leur grossesse, les hommes étaient à la chasse et les paysans étaient vendus avec la terre comme des serfs. Ce qui caractérise notre époque, c'est qu'en 1804, Napoléon a inventé le père chef de famille, c'est-à-dire que pendant presque 2 siècles, les hommes ont représenté l'État dans la famille, et ce sont les féministes qui, en 1974,
ont assassiné le père chef de famille pour le remplacer par l'autorité parentale, ce qui correspond mieux à notre époque. Lévi-Strauss, avant sa mort, avait individualisé sur la planète 5000 formes de familles différentes. Et quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, en 1937, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite, et les couples étaient contraints à la solidarité, et les familles, et la religion. En 1950, mon maître John Bowlby dit que la famille, le système protecteur, le système familial le plus protecteur, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, inévitablement, ou en tout cas la figure d'attachement qui fait fonction de mère, s'il n'y a personne, comme l'a démontré les Roumains avec une expérimentation tragique, 200 000 enfants privés de mère, privés de famille, privés d'affection, ont été très altérés. Et notamment, quand j'ai demandé des scanners, un très grand nombre de ces enfants isolés affectivement et sensoriellement avaient des atrophies cérébrales que maintenant on sait parfaitement repérer. Shaul Harel à Tel Aviv, avec qui j'ai travaillé, David Cohen à la Salpêtrière et 1000 autres neuroimageries montrent, photographient comment un enfant privé d'altérité, privé d'affection, atrophie certaines zones de son cerveau. Dans notre contexte aujourd'hui, les mères sont nouvelles. Quand j'étais gamin, la plupart de mes copines, à 20 ans, avaient déjà un ou deux enfants. Leur aventure sociale était arrêtée, mais elles étaient très entourées, elles n'étaient jamais seules. Aujourd'hui, une jeune femme met au monde son premier bébé, elle a pratiquement 31 ans, elle a été socialisée, elle a étudié, elle a appris un métier, elle a été socialisée intensément même, et à 31 ans, elle se retrouve soudain seule avec un tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé. Et contrairement à ce qu'on pouvait croire, ces femmes hyperactives, hyper diplômées, hyper socialisées, mais isolées, dépriment plus qu'avant. Parce qu'on sait maintenant que l'isolement sensoriel est une grave altération neurologique et affective. Or, ces femmes-là, on sait qu'on a fait des évaluations, 10% de ces femmes dépriment avant l'accouchement et 30% dans certains quartiers dépriment après l'accouchement. Les dépressions périnatales sont en augmentation et notamment, il y a Catherine Deneuve va publier bientôt, dans les jours qui viennent à l'INSERM, une enquête insupportable, c'est-à-dire qu'il y a une pique de suicide de jeunes femmes avec des bébés âgés de quelques mois. Donc on voit que le malheur, la souffrance féminine, c'est pas tellement de mettre au monde un enfant, c'est d'être seule quand elle met au monde un enfant. Et on voit que maintenant qu'il y a de plus en plus de femmes seules, eh bien 60% des femmes seules sont en difficulté psychologique. Alors, lorsqu'on fait des enquêtes pour savoir quel est le rêve d'être mère, comment les femmes rêvent d'être mères, presque 2 femmes sur 3 aimeraient rester avec leurs enfants. 17% des femmes préfèrent reprendre le travail tout de suite, comme Rachida Dati, et ne pas s'occuper du bébé. 9% pensent que avoir un enfant, c'est un handicap social, et la plupart des femmes, 2 sur 3 aussi, aimeraient s'occuper du bébé et réintégrer leur travail progressivement. Donc ça veut dire qu'il faudrait que la société mette au point un travail flexible pour que ces femmes ne soient plus handicapées par un bébé. Un autre facteur devient repérable, c'est le salaire. Maintenant, c'est le diplôme qui fait la nouvelle aristocratie sociale. Avant, c'était la force physique, c'était la violence, le maniement des armes. Toutes les frontières sont le résultat de guerre. Maintenant, c'est le diplôme qui fait la nouvelle hiérarchie sociale. Et on constate que dans les quartiers à haut diplôme, eh bien, on voit que le couple
parentale est à peu près paritaire. Ils ont les mêmes diplômes, ils partagent les tâches, ils partagent les plaisirs. En revanche, dans les quartiers à bas diplôme, donc petits métiers instables, mal organisés, avec une mauvaise renommée, où les assistantes maternelles coûtent à peu près 900 euros par mois, alors que la mère gagne 1200 euros par mois en moyenne, même s'il y a des aides sociales, beaucoup de femmes préfèrent renoncer à l'aventure sociale, à l'épanouissement individuel, pour s'occuper du bébé. Donc, il y a là encore des réformes à prévoir, probablement parce que cette nouvelle hiérarchie sociale se fait selon le diplôme. Et puis maintenant, les pères sont nouveaux. Alors, je disais tout à l'heure que les familles sont toujours nouvelles, les mères sont toujours nouvelles. Un utérus de 31 ans, c'est pas un utérus de 18 ans. Et les conditions d'existence d'une femme de 31 ans et de développement ne sont pas les conditions d'existence d'une femme de 18 ans. Quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance qui allaient à l'usine à l'âge de 14 ans, à 16 ans, toutes disaient vivement que je me marie pour ne plus aller à l'usine. C'est une phrase impensable aujourd'hui pour les jeunes femmes qui vraiment ne savent même pas que leur grand-mère a prononcé cette phrase. Les pères, alors eux, ils passent leur temps à être nouveaux parce qu'on ne sait pas très bien définir ce qu'est un père. On sait que il n'y a pas longtemps, lorsque le père était le chef de famille, quand j'étais médecin au centre médico-social de la Seine, je témoigne que tous les ouvriers donnaient tout leur salaire à leurs femmes qui leur redonnaient un peu d'argent de poche. Et les hommes étaient fiers de permettre à leurs femmes de ne pas travailler. Cette phrase aussi est totalement imprononçable. Aujourd'hui, je pense même que beaucoup de jeunes ne peuvent pas la comprendre. Mon ami Jean Le Camus, qui a été le spécialiste de la fonction psychologique des pères, dit que le père prend sa place de père quand il est proche de la mère et différencié de la mère. C'est-à-dire que pour le bébé, il doit s'attacher à deux figures d'attachement. La mère, bien sûr, qui reste la figure d'attachement primordiale, et près d'elle est différente une autre figure d'attachement qu'on appelle le père, même si on sait de moins en moins ce qu'est un père. Au Moyen Âge, Monseigneur, ça a donné Monsieur, et les femmes appelaient leur mari Monseigneur. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de femmes aujourd'hui qui appellent leur mari Monseigneur. Le père napoléonien en a parlé. Et on voit que le père aujourd'hui, c'est souvent l'aidant de la mère, c'est-à-dire que c'est elle qui donne les consignes, met bien son cache-colle, donne-lui, fait bien attention au biberon, même quand les pères participent aux soins précoces, les mères quand même gardent l'initiative des interactions précoces. J'ai travaillé au Qatar et je ne savais pas, je ne soupçonnais pas qu'on pouvait être aussi riche. Et c'est l'État qui fait fonction de père. Il distribue des pensions à tout le monde et les pères, les hommes qui n'arrivent pas à prendre leur place de père, veulent séduire leurs enfants, leurs garçons surtout, en leur imposant une religion par la brutalité ou en leur offrant des Mercedes, des pick-up Mercedes et le permis de conduire qu'ils achètent en même temps. Si bien que quand j'ai travaillé à l'hôpital de Doha, qui est une merveille parce que les Qataris achètent des hôpitaux australiens clés en main avec le personnel, les machines, et la médecine qatari est excellente, contrairement à ce que j'entends dire dans la presse, parce que c'est la médecine australienne, ils achètent tout, et on voit que très très souvent, on voit dans les traumas crâniens des grands garçons de 14 à 16 ans qui n'ont pas de permis de conduire et qui conduisent des pick-up Mercedes et ne savent pas prendre les virages. Même s'il n'y a pas beaucoup de virages au Qatar, il y en a quand même quelques-uns. Donc la figure, et maintenant on voit des pères condamnés à devenir des chèques à pattes, c'est-à-dire ils versent parfois, pas toujours, une pension. Ils font tout pour ne pas la verser. Et lorsqu'ils versent une pension, ils n'ont aucune relation affective ils n'ont plus de relation affective avec leurs femmes et leurs enfants.
Donc on voit que la condition des pères a incroyablement changé. Et ce qui nous arrive depuis presque 2 ans avec le virus, avec le Covid, c'est qu'on voit que les rapports sexuels ont incroyablement diminué et que la violence conjugale, au bout de 48 heures, le 119 était débordé parce que les gens vivant ensemble ne se supportaient plus et s'exprimaient avec une extrême violence conjugale. Et donc, on voit à quel point le milieu participe à la fonction, à la structure familiale. Mon amie Elisabeth Fivaz, qui était professeure à Genève, dans des expériences très élégantes, montrait que les bébés de 2 à 4 mois, c'est-à-dire fortement avant l'apparition de la parole, aiment que leurs parents bavardent ensemble. Le dispositif d'observation est très simple. Le bébé est au milieu, la mère est d'un côté, le père est de l'autre côté, et la consigne, c'est Madame, Monsieur, voulez-vous bavarder, raconter ce que vous avez fait dimanche dernier? Et on voit que le bébé est très intéressé par ce que disent les parents. Il a 2 ou 4 mois, il n'a pas la maîtrise des mots. Et pourtant, il est très intéressé par le flux parolier. La prosodie, la musique des mots l'intéresse beaucoup. Et on voit, on observe que le bébé, alternant, tournant la tête et les yeux en direction d'une source sonore puis de l'autre, apprend à s'attacher, comme le disait Jean Le Camus, apprend à s'attacher à 2 figures d'attachement associées et différenciées. Son monde, son champ de conscience s'ouvre et l'enfant apprend à aimer. Le phénomène qui se passe actuellement, et je n'ai pas d'idée claire, mais peut-être on en parlera tout à l'heure, c'est qu'avec les discussions sur le genre, la désexualisation du genre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous expliquent qu'on choisit son activité sexuelle, quel que soit le sexe anatomique. Et pour moi, ça a été une surprise. Et je me demande quelle place ce travail, cette désexualisation des genres, va prendre dans un milieu structuré par le judaïsme. L'armée israélienne a déjà renoncé au mot père. Elle dit parent 1 et parent 2 pour respecter les couples homosexuels qui s'engagent dans l'armée, notamment parce qu'ils font un service militaire très prolongé. Alors, ça pose un problème énorme parce que on voit que les jeunes qui entrent dans l'aventure sociale aujourd'hui feront 5 ou 6 couples dans leur vie et auront 3 ou 4 métiers différents. Si on continue à dire parent 1, parent 2, on dira aussi parent 3, parent 4. Alors, est-ce que le parent 4 sera encore un père ou ce sera un homme avec qui il ne sera pas interdit d'avoir des relations sexuelles? C'est-à-dire que la verbalité ne pourra plus désigner l'inceste. Donc on va rentrer dans des familles anomiques, c'est-à-dire sans structure naturelle, l'attachement, ni culturelle, la verbalité qui interdit ce genre de rapport sexuel et dit que c'est un crime majeur. Alors, je n'ai pas d'idée claire, hein, si on peut en discuter tout à l'heure, je suis preneur d'idées. Donc, dans ce nouveau contexte, les couples sont forcément nouveaux. Les jeunes couples sont plus contraints à la solidarité, comme il y a un nouveau contrat de couple qui est plutôt l'entente. C'est bien, c'est l'entente affective, l'entente sexuelle, l'entente sociale, l'entente autour des enfants, mais le jour où l'aventure sociale change, le jour où on est plus solidarisé par notre affection, l'amour, eh bien, on fait des couples en CDD, des couples en contrat à durée déterminée, on se sépare et les enfants se retrouvent avec un père à Strasbourg et une mère à Rennes ou ailleurs. Et dans ce cas, ce n'est plus la solidarité parentale qui structure l'affectivité des enfants, comme dans l'expérimentation d'Elisabeth Fivaz. Hein, vous vous rappelez, le bébé qui est de 2 à 4 mois, qui est très intéressé par ces 2 figures d'attachement qui parlent ensemble. Donc, il y a, chez beaucoup de couples séparés, il y a des tentatives de séduction, ce qu'on peut facilement comprendre. Le père veut se faire aimer par ses enfants, la mère aussi. Donc, ça change beaucoup
le développement des enfants qui ne sont plus encouragés à faire des efforts, mais qui sont encouragés à aimer leurs parents, ce qu'il faut faire. Mais il y a 2 générations, c'est le groupe familial de 5 à 6 figures d'attachement qui provoquait l'acquisition de ces styles d'attachement. Alors que maintenant, ça va être l'acquisition de nouveaux styles d'attachement. Et puis surtout, tout à l'heure, je disais, les gens qui ont des hauts diplômes ont des grands logements, donc des enfants qui peuvent des chambres silencieuses, qui dorment bien, donc qui ont une mémoire stimulée, qui peuvent alterner le travail et le repos, donc, et qui sont près d'écoles, d'excellentes écoles, près d'universités, donc il y a un milieu qui les sécurise et les dynamise, et ces enfants, en effet, obtiennent de bons résultats scolaires parce qu'ils sont près d'université, parce qu'ils sont entourés, parce que la vie est organisée pour les aider à faire de bonnes études. Ils volent rien, ils travaillent, ils stressent, ils sont reçus. Ils n'ont rien volé. Mais ceux qui vivent dans des petits logements où la télévision marche jusqu'à 2 heures du matin, où il y a une surdensité, et la surdensité est un facteur de stress et de violence. Les gens sont exaspérés, dorment mal, et ils ne peuvent plus contrôler l'expression de leurs émotions, d'autant que les Shaul Harel à Tel Aviv et David Cohen à la Pitié-Salpêtrière et 1000 autres neuroradiologues montrent que les enfants en carence affective ont une hypotrophie des 2 lobes préfrontaux, une hypotrophie des 2 systèmes limbiques socles de la mémoire et des émotions, et une hypertrophie des amygdales rhinencéphaliques à la base du cerveau, qui sont le socle neurologique des émotions insupportables de violence, de haine, de désespoir. Donc le cerveau de ces enfants sera sculpté différemment parce qu'autour d'eux, la niche sensorielle parentale sera esculptée différemment. Et dans les quartiers où les parents ont des petits logements en hyperdensité, les enfants deviennent facilement agressifs parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas eu l'occasion, le milieu ne leur a pas donné l'occasion d'apprendre à contrôler leurs émotions. Ils ne savent que crier, taper, passer à l'acte. Donc c'est les incivilités, c'est la difficulté de socialisation. On voit donc que ça entraîne dans notre culture, comme dans beaucoup de cultures occidentales, ça entraîne un clivage des sociétés avec un top remarquable. Je travaille souvent en Amérique du Sud. Je suis ébloui par les Argentins, les Colombiens, où les enfants vont souvent dans des lycées français, viennent parfois, les Colombiens font leurs études souvent en France, à Montpellier particulièrement, parce que c'est moins cher pour eux que les belles universités hors de prix. Et ces enfants parlent 3-4 langues, parlent bien sûr le castillan, un très joli, un très bel espagnol, ils parlent un excellent français, et ils vont faire un post-doc aux États-Unis, ils parlent 3 ou 4 langues, ils sont très bien épanouis, et ils se réservent tous les postes intéressants. Et puis, clivage, une autre partie de la société, beaucoup fortement peuplée de noirs et mal socialisée, n'a pas de vrai diplôme et vit incapable de contrôler ses émotions et avec une haine des élites qu'on entend chaque fois qu'il y a un clivage social. On l'a entendu après la Révolution française, on l'a entendu après la Révolution russe, les nazis l'ont dit, la haine des intellectuels, des juifs bien sûr, la haine des intellectuels, la haine de ceux qui lisent des livres, ce qu'on a entendu aussi après le génocide du Rwanda, et on a entendu ça, cette haine des élites, au moment des manifestations de Gilets jaunes, et on entend cette même haine s'exprimer à nouveau. Alors, lorsque un enfant se développe dans un quartier structuré par sa famille et par le quartier, comme je l'ai proposé tout à l'heure, on voit que 70% de ces enfants ont acquis un attachement sécure. Ils ont un élan vers les autres, un intérêt vers les autres, ils apprennent très tôt à bien parler et surtout ils apprennent à maîtriser leurs émotions puisqu'ils disent avec des mots ça va pas, je suis content, je t'aime bien, je t'aime plus. Ils savent le dire avec des mots. Alors que les enfants mal
structurés par l'affectivité de la niche sensorielle parentale, explosent, crient, travaillent mal à l'école parce qu'ils sont impulsifs, ils se bagarrent tout le temps, et ça n'aide pas à la socialisation. Alors, dans les pays en paix, 70% d'enfants ont acquis l'attachement sécure. Dans les pays en guerre ou en difficulté, 40% des enfants seulement, c'est une évaluation qui a été faite au Liban par Myrna Ganaché. Les attachements insécures, ceux qui ne savent pas s'exprimer, qui ont peur de l'autre, qui se replient sur eux-mêmes ou qui passent à l'acte, sont 30% dans une culture en paix, dans une famille en paix, dans une culture en paix, 60% dans des conditions adverses ou dans une culture en guerre, et les attachements confus qui sont carrément pathologiques, 5% dans les pays en paix, 25% dans les pays en guerre. Donc on voit à quel point cette structure affective sculpte non seulement le cerveau, mais le mode de socialisation et le plaisir d'apprendre des enfants. Lorsqu'on a fait à la commission des 1000 jours, il y avait Guylaine Dehaene, une pédiatre qui fait maintenant de la neuroimagerie, qui nous a montré que lorsqu'on parle à un enfant, on stimule, lorsqu'on parle autour d'un enfant, ça stimule son lobe temporal gauche. Lorsqu'on s'adresse à un enfant, ça stimule une zone précise de son lobe temporal gauche, le planum temporal. Ce qui veut dire que plus la figure d'attachement primordiale, la mère ou son substitut, la figure d'attachement prioritaire, primordiale, lorsqu'on parle, lorsqu'on s'adresse au bébé, on sculpte son cerveau et on transforme la zone des sons en zone du langage. C'est-à-dire qu'on voit à quel point la relation sculpte le cerveau, mais cette relation est déterminée par l'histoire des parents, l'entente des parents, et la culture joue un rôle majeur. Or, ces enfants à qui on s'adresse, à qui on parle, parce qu'on est disponible, parce qu'on est heureux, parce qu'on aime jouer avec les enfants, ces enfants vont rentrer à 3 ans en maternelle avec un stock de 1000 mots, alors que ceux qui vivent dans une niche sensorielle appauvrie par le malheur de la mère, par le conflit conjugal, par la guerre, par la précarité sociale, ces enfants vont rentrer à 3 ans en maternelle avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. L'injustice sociale commence avant même la maternelle. Et là, il y a des remèdes possibles. On peut trouver des solutions. On en a proposé quelques-unes à Macron. Le congé paternité a déjà été augmenté. La maison des 1000 jours où les familles peuvent parler ensemble est en train de se mettre en place. Donc j'espère que notre président écoutera d'autres propositions. Et parmi les propositions, il y en a une qui vient des pays d'Europe du Nord où j'ai été invité, c'est ralentir le développement des premières années. Le sprint angoisse les enfants. Les bébés américains sursautent, pleurent et sont inconsolables. Les bébés japonais, les garçons japonais s'isolent de plus en plus. Quand j'ai travaillé, j'étais invité au Japon. J'ai beaucoup apprécié la beauté du pays, la gentillesse des gens, leur culture, mais tous les Japonais m'ont dit notre école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. Les filles tiennent un peu mieux le coup tiennent beaucoup mieux le coup que les garçons. Elles ont des diplômes, elles prennent des métiers et elles se suicident énormément. Et Isabelle Roxcam, à Louvain, confirme que chez les jeunes femmes, il y a de plus en plus de burn-out. Elles ont tout. Elles ont les diplômes, l'activité, l'intelligence, le mari, la famille, et elles se suicident encore plus, comme le dit Catherine Deneuve, ce qui est un indice de désorganisation sociale. Alors le désir d'être mère diminue un peu, mais il reste important. Les sondages valent ce que valent les sondages, hein, c'est-à-dire qu'ils sont toujours très discutables. Il y a quelques années, 5% des femmes désiraient ne jamais mettre au monde un enfant. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est 10%. Je pense que ça va un peu augmenter, mais je ne sais pas pourquoi les femmes désirent toujours être enceintes et mettre au monde des enfants, ce qui fait l'affaire de la condition humaine. Le désir d'être père change beaucoup parce que ça devient de plus en plus difficile. Quand j'étais doyen du pôle psychologique de l'école de magistrature, c'est des femmes qui sont magistrates dans la majorité.
L'an dernier, en 2020, presque 4000 hommes ont été condamnés à être pères. Condamnés à être pères. C'est-à-dire qu'ils avaient eu une relation sexuelle sans attachement, sans désir d'attachement, sans désir de faire une famille. Un enfant en est né, ces hommes se sentent pas pères et ils sont condamnés, non, ils seront jamais pères, ils sont condamnés à payer une pension, ce qui est probablement justice, mais ils seront jamais pères. On ne peut pas dire qu'ils ont été condamnés à être pères, ils seront condamnés à payer une pension, et ça signifie que cette libération, cette absence de cadre se paye. La nouvelle signification des enfants, pendant tout le Moyen Âge en Occident, et encore aujourd'hui en Amérique du Sud, dans beaucoup de pays, il faut mettre au monde un enfant pour mettre au monde une âme pour adorer Dieu, et il faut que les femmes mettent au monde de préférence un garçon plutôt qu'une fille pour faire la guerre et travailler 15 heures par jour au fond des mines. Donc cette valeur n'existe plus. Aujourd'hui, les parents qui veulent devenir père ou devenir mère, ce qui est un désir étrange, eh bien ces parents-là veulent faire une famille, un foyer. Or, on constate que la stérilité, que la parentalité est difficile, et on voit que la stérilité devient difficile aussi, probablement à cause des performances technologiques, les leurres endocriniens, les perturbateurs endocriniens, la sédentarité. Les spermatozoïdes sont en difficulté parce que comme un homme travaille, généralement il les met dans un slip au creux des cuisses et si par malheur il met un ordinateur par-dessus, les spermatozoïdes font la sieste et les femmes ne sont pas fécondées. De plus, une femme de 31 ans est moins fécondable qu'une femme de 18 ans. Donc, ça change. Et la signification des enfants change. Et beaucoup d'enfants maintenant prennent la signification d'accomplissement personnel pour une femme et parfois pour un homme. On constate, comme me l'a expliqué Philippe Breneau et l'Institut de sexologie de Marseille et de Genève, qu'un étonnant déclin du sexe. On a fait une évaluation il n'y a pas longtemps à l'université de Mons. La première, en France, en Belgique, la première relation sexuelle est aujourd'hui à l'âge de 17 ans et 3 mois. Et c'est 18 ans et demi en Allemagne, c'est 18 ans aux États-Unis. Et quand on a fait cette enquête à Mons et en France, 12% des garçons disaient 17 ans et 3 mois, c'est trop tôt. 23% des filles disaient c'est trop tôt, j'étais pas prête. Et les garçons comme les filles disent j'ai été un peu forcé. Forcé parce qu'il, elle, a insisté, et forcé parce que le conformisme, la pression de conformité du groupe fait que si j'avais refusé, les filles se seraient moquées de moi, les garçons se seraient moqués de moi, mais je n'étais pas prêt. Et on voit quand j'ai travaillé au Japon que 30%, j'ai vérifié le chiffre, on me l'a confirmé, 30% des hommes n'ont pas de relation sexuelle avant l'âge de 30 ans. Et qu'il y a un phénomène qui se passe maintenant au Japon, que les Japonais appellent le hikikomori, où les garçons décrochent complètement, alors que les filles s'accrochent. Les filles passent des diplômes, mais les filles asiatiques, c'est le seul continent sur la planète où les femmes se suicident plus que les hommes. Burn-out, dépression périnatale, dépression professionnelle, suicide. Décrochage des garçons, accrochage des filles à un prix humain qui peut être, que je trouve, exorbitant. Et de plus, maintenant, nos enfants se développent au contact d'écrans, et on sait que les écrans sont des tranquillisants très toxiques. Le bébé ne joue pas devant un écran, il est fasciné, il est médusé. Vous savez, médusé, la gorgone avec les serpents qui sortent par la bouche et par les yeux. Le bébé est médusé, il arrête son développement de l'empathie, il ne traite plus les mimiques faciales, il a un retard de langage, j'ai vu des retards de langage stupéfiants. On ne peut pas développer les enfants avec un écran.
Les thèmes environnementaux, bien sûr, deviennent majeurs. Les filles ont une puberté de plus en plus précoce, 8 ans. Elles ont une maturation neuropsychologique plus précoce que les garçons. Peut-être parce que c'est XX, il faudrait demander à des généticiens. J'ai lu des publications, je ne suis pas doué pour la génétique, hein, mais j'ai lu des publications généticiennes qui baptisaient le chromosome Y de chiffre mol en disant que c'était l'explication du retard de maturation des garçons. Je vous dis, comme je l'ai lu, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui fait que on voit se mettre en place une nouvelle hiérarchie sociale. Alors, ça veut dire que il faut ralentir les enfants dans les petites années. Ça veut dire qu'il faut trouver une nouvelle école, et on en a parlé, et il faudra organiser une nouvelle université, parce que si on doit changer 3 ou 4 fois de métier au cours de sa vie, il faut qu'il y ait une formation continue tout au long de sa vie. Si on fait 4 couples en CDD, comme c'est en train de se mettre en place, l'anomie, l'absence de structure affective et culturelle va se mettre en place. C'est ce qu'on voit avec Woody Allen, avec Camille Kouchner, ou plutôt le frère de Camille Kouchner. On ne sait plus qui est père, on ne sait plus nommer l'inceste. Woody Allen a été boycotté aux États-Unis et son livre a été boycotté en France, il n'est pas traduit, mais ceux qui lisent l'anglais peuvent lire À propos of Nothing, où Woody Allen explique qu'il ne voit pas ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire que il a attendu que cette petite fille a été recueillie par sa femme, élevée par sa femme, puis c'était une jeune fille quand Woody Allen a épousé Mia Farrow. Elle dit qu'ils ont eu de relations sexuelles quand elle avait 18 ans, sauf qu'on ne connaît pas sa date de naissance. Aux États-Unis, il est boycotté parce qu'on appelle ça inceste, mais lui n'a pas le sentiment d'inceste. En France, il serait condamné pour avoir des relations sexuelles avec une fille dont il a eu la charge éducative, sauf qu'on ne connaît pas, c'est pas son avis. Lui, il dit, c'est pas ma fille, c'était une jeune femme, et elle dit la même chose. Donc voilà exemple de anomie et surtout la dilution du sentiment d'être père. Mais par bonheur, on est en train de faire un film actuellement sur la nouvelle paternité. Et il y a beaucoup de jeunes hommes qui découvrent le bonheur d'être près d'une jeune mère, de s'occuper des interactions précoces d'un enfant. Ça lie, ça attache beaucoup le couple, ça embête pas les femmes que leur mari soit près d'elles pour s'occuper d'enfants. Les hommes découvrent la relation affective parce que quand les pères étaient des représentants de Napoléon dans la famille, ils n'étaient jamais dans leur famille. Les chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille. C'était les femmes qui faisaient tout, qui géraient tout. Or maintenant, les hommes découvrent le bonheur des relations affectives, mais ça aussi, ça va poser un problème en cas de séparation, parce que les séparations sont énormes. C'est que actuellement, 7% des hommes ont la garde de l'enfant, 17% ont des gardes alternées, et si les hommes s'attachent et si les hommes attachent de plus en plus leurs enfants, ce qu'on peut facilement prévoir, eh bien, je pense qu'en cas de séparation, les femmes perdront de plus en plus la garde de leurs enfants. Donc voilà, j'ai pas de réponse, mais je sais que ce qu'on constate actuellement fait qu'il y a des nouvelles familles qui sont en train de prendre une nouvelle direction qui a été aggravée par on va dire pour faire un schéma, par les 2 années de virus qui est en train de sécher, mais c'est pas encore complètement sec. Donc, il va y avoir à la sortie du virus, dans les années qui viennent, des problèmes passionnants à résoudre sur le plan biologique, sur le plan affectif et sur le plan psychosocial. Sauf que, philosophiquement, on sait maintenant que on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté qu'on n'avait pas avant, donc on a un degré de responsabilité. Voilà, j'ai fait un petit rapide, euh, juste pour le plaisir de vous rendre confus et le plaisir de discuter avec vous. Merci.
Et tu m'entends? C'est bon? Vous m'entendez là? Non, toujours pas. Jérémy, c'est bon? Vous m'entendez? Non. Oui, Esther, nous t'entendons. Ah ben, je ne suis pas sûre que le docteur Cyrulnik m'entende. Je vous entends suffisamment. D'accord. Alors, on a déjà une ou deux questions dans la salle. Gad a des questions à l'écran. Et moi, je vais profiter de ce privilège pour vous poser la première. Vous nous avez parlé beaucoup de l'importance de la structure familiale, d'un environnement qui soutient l'enfant, qui le structure. Vous êtes un peu le contre-exemple, non? Puisque on ne peut pas dire que votre enfant se soit déroulé dans des conditions idéales pour fabriquer quelqu'un d'adapté et de structuré. Alors, vous êtes gentil de poser cette question, mais je crois que je suis pas tout à fait le contre-exemple parce que je ne sais pas comment ma mère a fait pour me donner confiance en moi dans les conditions où elle était. Mon père s'est engagé dans l'armée française, dans la Légion étrangère. Dès 1939, ma mère était seule parce que le reste de ma famille ou bien était dans l'armée française, les jeunes dans la résistance et les autres déjà à Auschwitz, dès le début de la guerre. Mais les 2 années que j'ai passées avec ma mère, elle m'a donné cet attachement sécure, elle m'a fait un cadeau pour la vie. Ensuite, quand j'ai été arrêté et quand j'ai réussi à m'évader, ce qui est la preuve de l'existence de Dieu, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre explication rationnelle possible. Hein. Et quand j'ai réussi à m'évader, j'ai été entouré par des gens, des justes, très sécurisants. Et quand j'ai retrouvé ma tante, la sœur de ma mère, après la guerre, Myrna Ganadjé, qui est professeure à Beyrouth, a fait un très beau travail sur les enfants libanais. Elle montre qu'après les 16 ans de guerre civile du Liban, les enfants qui sont le mieux développés sont ceux qui ont émigré avec leurs parents à Paris. Et ceux qui se sont le plus mal développés sont ceux qui sont restés dans leur famille altérés, abîmés par la guerre civile. Et les enfants qui ont été mis dans des institutions se sont mieux développés. Ça, c'est contre-intuitif. Parce que les enfants se développant, alors pour beaucoup de juifs survivants de la Shoah, les enfants qui ont été recueillis par l'OSE, qui ont été recueillis par la Commission centrale de l'enfance, qui m'a rendu un énorme service après la guerre, ces enfants-là ont repris un bon développement, mais beaucoup d'enfants qui sont restés dans des familles endeuillées, qui avaient beaucoup de difficultés, ont eu du mal à reprendre un bon développement. Donc je ne suis pas un contre-exemple, je pense que je suis un exemple de résilience, puisque vous m'invitez à prononcer le mot, mais que maintenant on commence à mieux travailler ce concept. Monsieur, vous aviez une question. Est-ce que vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Vous avez évoqué, Monsieur Cyrulnik, la difficulté pour un enfant d'être élevé. Regardez, monsieur, je vous interromps un instant. Oui. Regardez plutôt dans l'autre sens pour que monsieur Cyrulnik puisse vous voir. C'est-à-dire que vous regardez la caméra qui est de l'autre côté. Voilà, exactement de cette manière. Voilà. Merci, monsieur. Parce que si je vous vois, je vous entendrai mieux. Ok. Oui, vous avez évoqué dans l'altérité d'un enfant par rapport à ses parents, sa latérité droite, sa latérité gauche, le père et la mère. Vous avez évoqué les cas de psychologique et de société, mais vous n'avez pas évoqué les cas économiques. Le problème économique d'un enfant qui se trouve, vous l'avez évoqué au début, en disant ceux des quartiers aisés, ceux des quartiers non aisés, mais après, une fois qu'un enfant est face à l'étude, à vouloir étudier, etc., le cas économique du foyer où il vit est important. Si les parents sont pauvres ou sont riches, c'est différent. Et si un enfant est séparé de son père ou de sa mère et qui vit dans une famille recomposée, si la famille recomposée a des moyens économiques importants, l'enfant sera à l'aise en même temps. Voilà, ça y est, j'ai compris enfin votre question. Merci.
Alors, effectivement, la niche sensorielle la plus sécurisante, c'est une niche sensorielle composée de 6 à 8 figures d'attachement, c'est-à-dire un petit groupe familial. Dans les premières années, ce groupe doit être stable, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de la parole. On voit qu'on sait, qu'on a observé, on a photographié, on a dosé en neurobiologie que lorsque la famille est instable, l'enfant est altéré neurologiquement et affectivement et intellectuellement. Donc, il faut dire aux jeunes que même s'ils sont en difficulté, il faut qu'ils fassent un effort au moins pour jusqu'à l'entrée en maternelle. L'adolescence, c'est-à-dire l'entrée au moment où il faut quitter sa famille, c'est un moment crucial. C'est un moment qui, sur le plan neurologique, il y a un élagage synaptique. Ça veut dire que le cerveau fonctionne mieux avec moins de neurones. Or, les jeunes, aujourd'hui, viennent de perdre presque 2 années scolaires engourdis devant les écrans au moment où le cerveau a une période sensible de son développement et où il doit apprendre à apprendre. Donc, actuellement, les adolescents, 40% des adolescents, garçons comme filles, dépriment, ce qui est faramineux. Dans un pays en paix, la dépression des adolescents, c'est 12%. Aujourd'hui, en France, c'est presque 40%. C'est faramineux. Donc, parce qu'il y a eu un isolement sensoriel. Alors, à l'adolescence, le niveau économique joue un rôle, évidemment. Vous avez raison. Quand les parents habitent dans un beau quartier, les écoles sont bonnes et l'université n'est pas loin, et on peut payer des grandes écoles, on peut payer des voyages, et les enfants, les adolescents qui font des études ne volent rien, ils font de travail, ils stressent, ils sont reçus, mais ils sont les seuls à pouvoir faire de bonnes études. Parce que, à l'adolescence, les parents pauvres ne peuvent pas faire cet effort, offrir à leurs enfants ces conditions de travail. Donc on peut compenser ça en développant des internats. Au début, quand on a proposé cette idée, ça a été très critiqué. Et pourtant, on voit que surtout les enfants de pauvres sont très heureux dans un internat. Et on voit que j'avais participé à Sciences Po, j'avais participé avec Richard Descoings pendant quelque temps à la réforme. On voit que les enfants de pauvres qui finissent quand même par entrer à Sciences Po malgré la pauvreté de leurs parents, eh bien, ils sortent de Sciences Po aussi bons que les autres. C'est-à-dire que, et même un peu, mon ami Joe Casterstein, que des gens dans la salle connaissent sûrement, puisqu'il a été président de la CCE pendant longtemps, qui est sociologue, c'était un élève de Moscovici, les résultats des enfants de pauvres, malgré leur pauvreté, rentrés à Sciences Po, simplement grâce à l'internat, obtiennent des résultats un peu meilleurs que les enfants de riches. Donc, c'est pas l'argent qui fait la différence, c'est l'argent qui permet la qualité de la niche sensorielle qui entoure un adolescent au moment où il doit quitter sa famille, pour 2 raisons. L'apparition du désir sexuel, il faut quitter sa famille. L'apparition du besoin et de la fierté de devenir autonome psychologiquement et indépendant socialement, il faut quitter sa famille. Et si on est bien entouré, on tente l'aventure des études. Si on est mal entouré, j'ai mal dit, si on est entouré par des gens qui ont un faible niveau économique et un faible niveau verbal, eh ben on prend ce qui nous tombe dessus, c'est-à-dire n'importe quel métier, mal payé, instable. Et les femmes, quand elles auront un bébé, préféreront ne plus travailler pour s'occuper du bébé, ce qu'on peut comprendre, mais ce qui aggrave la disparité sociale. Alors, je vais prendre le relais avec d'abord me faire le relais de la satisfaction de nos spectateurs via Zoom, qui vous remercient, Monsieur Cyrulnik, et puis peut-être prolonger cette question de la parole avec une question qui est peut-être pas totalement liée à votre propos, mais qui est intéressante, une question de Monique qui s'interroge sur comment transmettre l'affection et si la parole est indispensable pour transmettre l'affection. Et si ça devait être le cas,
que se passerait-il dans les familles de personnes qui ne peuvent pas parler, de muets, par exemple? Alors, on nous a appris qu'il y avait 5 sens. C'est faux. Il y en a beaucoup plus que ça. On parle Alors, Monsieur Cyrulnik, on a de une modalité. Et Excusez-moi, effectivement, Monsieur on Cyrulnik. passe d'un sens à l'autre. Vous m'entendez? Oui, je vous interromps parce que nous avons perdu la connexion quelques instants et je vous invite à recommencer votre réponse, si vous voulez bien. Oui, parce qu'il y a une instabilité. Alors, je recommence. On nous a appris à l'école qu'il y avait 5 sens. C'est pour des raisons didactiques. C'est plus facile de penser que les sens sont séparables. Mais Daniel Stern, qui était professeur à Genève, nous a expliqué qu'en fait, il y a une multimodalité. Lorsqu'un sens est interrompu pour un bébé aveugle ou pour un enfant sourd de naissance, il y a une compensation par une hypertrophie des autres canaux de communication. Et j'ai été neurologue pendant plusieurs décennies. Lorsqu'un canal est coupé, on hypertrophie l'autre. Par exemple, les enfants aveugles de naissance hypertrophient le son, ils entendent mieux les pas, ils entendent mieux la vibration de la voix. Et même, j'étais un jour dans un institut pour enfants sourds, et un enfant qui était aveugle, pardon, je recommence. J'étais dans un institut pour enfants aveugles, et un enfant aveugle dit à son éducatrice, tu es belle aujourd'hui. J'ai été un peu étonné, et je n'ai pas osé poser la question, mais l'éducatrice, elle, qui connaissait bien l'enfant, lui dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que je suis belle aujourd'hui? Parce que le bruit de ta jupe n'est pas le même, le bruit de tes pas n'est pas le même, le son de ta voix n'est pas le même, tu es belle aujourd'hui. C'est-à-dire que l'objet beauté, femme belle, eh ben, il l'avait gardé, alors qu'il ne la voyait pas. Et j'ai participé à une observation au noir total. Mais le noir, parce que même quand on croit être dans le noir, il y a toujours un peu de lumière. Là, c'était le noir expérimental, le noir total. Et j'ai été étonné de sentir la chaleur du corps des gens qui étaient à côté de moi. Et je sentais non seulement la chaleur, mais je sentais la forme de leur chaleur. Quand la lumière est revenue très lentement après, eh bien, il y avait un gars qui avait une forme de chaleur longue. J'ai découvert en le voyant que c'était un très grand garçon, alors qu'au contraire, il y avait à côté de moi une chaleur plus courte et plus boule, ben c'était quelqu'un qui était plus petit et qui était plus rond. Donc, et dès que la lumière est revenue, j'ai perdu cette sensation de forme, de chaleur. Et j'ai été neurologue. Il y a un syndrome qu'on appelle l'aphasie optique. J'en ai pas vu beaucoup, mais les gens aphasiques ne peuvent plus nommer la chose qu'ils voient. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est ça, alors on leur montre un stylo. Ah ben c'est pour écrire, mais comment ça s'appelle? Ah, je trouve pas le nom. Ils sont aphasiques. Touchez-le. Ah ben c'est un stylo. Il faut toucher pour nommer. Donc, par facilité, on a décrit 5 sens, mais en fait, il y a une multimodalité et on peut compenser en hypertrophiant. C'est pour ça que beaucoup de gens ont dit les enfants vont moins apprendre à parler à cause du masque des professionnels ou parfois de leurs parents. Je pense qu'en effet, il y aura un petit retard, mais je pense que puisque maintenant ils vont avoir le droit de ne plus mettre de masque et peut-être les enseignants et chez lui, les parents ne mettaient pas de masque, je pense que ce petit retard, ils l'ont rattrapé très rapidement. Merci, Monsieur Cyrulnik. Je vais maintenant poser une question d'Ivana que je vais tenter de résumer parce que sa question est assez longue. Ivana vit en France, elle est d'origine tchèque et elle souhaitait votre avis sur la question des crèches, relevant que en République tchèque, les crèches qui existaient avant la période de 89, c'est-à-dire avant la période du communisme, avaient été supprimées et qu'à présent, les femmes tchèques étaient en congé parental
jusqu'à l'âge de 3 ans, voire 4 ans. Et Ivana relève qu'en France, où elle vit depuis plus de 20 ans, elle observe que les bébés ou les enfants apparaissent plus stressés ou moins calmes, moins rassurés. Pour être plus juste, elle relève qu'elle trouve globalement les enfants plus rassurés, plus calmes en République tchèque qu'en France, où beaucoup de bébés de 4 mois doivent être à la crèche, chez des nounous, etc. Et vous demande tout simplement quel type de compromis faut-il pour s'occuper de ces enfants. Et pour compléter sa question, elle relève également que ces éventuelles angoisses rendent les sujets plus fragiles, avec beaucoup de stress, et est-ce que cela impacte le développement intellectuel ainsi que l'intelligence relationnelle ou émotionnelle des enfants. Voilà. Merci pour cette magnifique question. Parce que tout dépend ce que désigne le mot crèche. Quand j'ai travaillé en Roumanie, le mot crèche désignait un mouroir. Et les enfants étaient très altérés. Les Israéliens, après 48, faisaient élever leurs enfants par des nourrices professionnelles, par des mères professionnelles. Et ces enfants s'attachaient à la mère professionnelle, et on a constaté qu'ils avaient plus d'angoisse que les enfants qui restaient au contact de leur mère biologique associée au père. Donc, le mot crèche désigne des institutions organisées différemment. Certaines crèches sont excellentes, avec des professionnels de la petite enfance qui se forment très bien aux théories de l'attachement et qui savent comment sécuriser un bébé, jouer, le dynamiser, respecter ses rythmes. Et les crèches, dans ce cas-là, obtiennent des résultats meilleurs que les femmes à la maison, parce que les femmes sont moins en burn-out, elles sont moins stimulées. Alors, il y a deux solutions. Aujourd'hui, j'ai oublié le nom des mères professionnelles dans les kibboutz israéliens, mais ça va me revenir, vous le connaissez peut-être. Aujourd'hui, en Israël, les bébés restent beaucoup dans leur famille. Et on constate en effet qu'ils sont moins anxieux. Ça veut dire que si la crèche, il y a peu de bébés pour une figure d'attachement sécurisante, la crèche sera efficace. Et la mère pourra travailler et mettre son enfant à la crèche en espérant et en sachant qu'il aura de bons résultats, il sera sécurisé, parce que l'avantage de la crèche, c'est que les autres enfants deviennent des figures d'attachement et que les autres enfants apprennent à l'enfant à se socialiser. C'est-à-dire que ces enfants en crèche, métaplètes, c'est ça, merci Viviane. C'est ça, c'était les métaplètes. Et les enfants à la crèche, s'il y a des activités, les enfants qui font de la musique à la crèche plus qu'à la maison parleront avant. De plus, faire de la musique permet aux enfants de mieux se socialiser. L'attachement sécure est mieux acquis à la crèche qu'à la maison. Donc, mais je parle d'une crèche structurée, avec des professionnels de la petite enfance, des éducatrices pour jeunes enfants, formés aux théories de l'attachement et ayant peu d'enfants. Parce que s'il y a trop d'enfants, ça devient une garderie, c'est plus une crèche. Alors, mais je ne savais pas qu'il y avait 4 ans de congé maternel en Tchécoslovaquie. Je sais que les Québécois qui ont augmenté le congé maternel et le congé paternel ont amélioré le développement des enfants. Et comme vous l'avez dit, ces enfants-là sont beaucoup moins anxieux. Alors que les enfants américains, ils sursautent au moindre bruit, ils crient, ils sont inconsolables. La figure d'attachement américaine, la mère ou le père ou la professionnelle, a perdu son effet tranquillisant. Les enfants sont tellement anxieux, ils sursautent, ils crient, on ne peut pas les calmer, on ne sait pas. Alors qu'un enfant qui a été sécurisé, on le calme d'un mot, d'une caresse. Oui, maman est là, n'aie pas peur, je reviens tout de suite.
Un mot, une caresse, si l'enfant a été sécurisé, il devient facile à sécuriser. Alors qu'aux États-Unis, on constate que les enfants deviennent de plus en plus difficiles à sécuriser et surtout, ils ne peuvent plus contrôler leurs émotions. À la moindre colère, ils passent à l'acte. À la moindre frustration, ils passent à l'acte. Donc je pense qu'il faut, entre le respect des femmes, les hommes qui désirent, les jeunes pères qui désirent de plus en plus participer au partage affectif avec leurs femmes, je pense qu'il y a une négociation, une transaction à faire. Parfois la crèche, pour donner un peu de liberté aux mères, parce qu'il ne faut pas oublier, comme l'a démontré Isabelle Rosclam, qu'il y a de plus en plus de burn-out de mères, alors qu'elles ont de beaux logements, un gentil mari et parfois un gentil métier, elles dépriment et parfois se suicident parce qu'elles sont en burn-out. Donc il y a sûrement une transaction à établir entre le respect des femmes, le besoin d'aimer ses enfants, pour les enfants et pour nous-mêmes, les nouveaux pères qui veulent bien participer à ces nouvelles transactions affectives, et les crèches, à condition que les crèches n'aient pas trop d'enfants et que les professionnels soient formés aux théories de l'attachement. Très bien. Je pose peut-être la question à Esther. S'il y a une autre question dans la salle, pour ma part, j'en ai 2 ou 3 autres. Esther, tu nous entends? Oui, alors on attend. Voilà, madame. Bonjour, monsieur Cyrulnik. Vous nous avez parfaitement expliqué l'importance de l'équilibre de l'enfant dans ces nouvelles structures, ces nouvelles familles et son besoin de sécurité. Et une question que je me pose, c'est dans ces nouvelles familles, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le rôle des grands-parents comme référents, comme acteurs véritablement dans le développement de l'enfant quant à sa notion de sécurité et de développement, que le couple existe toujours ou que le couple soit malheureusement dissolu. Oui, merci pour cette question, parce qu'effectivement, j'aurais dû en parler dans les nouvelles familles. Alors oui, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. D'abord, il ne faut pas oublier que la vieillesse vient de naître. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait très peu de vieux, on mourait très jeune. Donc la vieillesse vient de naître, et quand Bowlby dit qu'il faut une constellation familiale de 6 à 8 figures d'attachement, il inclut dans ces figures d'attachement la grand-mère et le grand-père, qui ont une autre fonction sécurisante. C'est délicieux d'être grand-parent, hein, parce que on n'a que le côté affectif, sauf parfois quand il faut aussi s'occuper des enfants, mais même là c'est agréable, parce que c'est les parents qui sont en première ligne, mais les grands-parents sont importants, parce qu'ils peuvent jouer le rôle de relais. Ils peuvent permettre aux parents de souffler un peu, et surtout, ils apprennent aux enfants un autre style affectif. Ils apprennent à aimer grand-mère autrement qu'ils apprennent à aimer maman. Et les jeunes femmes sont très autoritaires, alors que les grands-mères, elles ont vu d'autres. Hein. Ce que tu fais pas maintenant, tu le feras plus tard. Donc il y a une décontraction des grands-parents qui sécurise beaucoup les enfants, alors que les parents qui sont en pleine aventure sociale ont parfois tendance à un peu trop stimuler leurs parents. Tout à l'heure, j'ai proposé le modèle nord-européen, ralentir le développement des enfants pour éviter ce que font les Japonais, les Asiatiques et les Américains, c'est-à-dire surstimuler les enfants, maltraiter les enfants en les surstimulant. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits avec les grands-parents qui montrent que les grands-parents jouent un rôle important dans la constellation affective qui entoure un enfant. Et un enfant qui est entouré par 6-8 personnes, 6-8 figures d'attachement, si une figure d'attachement casse parce qu'il déprime, parce qu'il est en colère, parce qu'il est malade, etc., eh bien, la constellation continue à jouer son rôle affectif. Et le rôle des grands-parents, c'est de suppléer et d'apprendre d'autres manières d'aimer, souvent plus paisibles et plus décontractées que les parents. Merci.
je vais vous poser une autre question, peut-être dans le même. Alors, Roger vous demande simplement de rappeler quels sont les noms de ces figures d'attachement. Vous avez parlé tout à l'heure de 6 figures d'attachement, mais il s'agit des différents points comme ça de la famille, de l'environnement, de Alors, l'enfant. alors, il y a, comme je vais reprendre le raisonnement, le schéma, il y a schématiquement 3 niches sensorielles qui entourent un bébé. La première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes, où déjà on sait que si la mère femme enceinte est stressée, elle va transmettre des molécules du stress, cortisol, catécholamine, qui vont modifier l'expression l'expression de l'ADN. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire que l'ADN s'exprime de manière différente selon que la mère est stressée ou sécurisée. D'où la nécessité de sécuriser les femmes enceintes par le mari, enfin le mari ou le conjoint, je ne sais plus ce qu'il faut dire, ou le père, ou je ne sais plus ce qu'il faut dire, par celui ou celle qui est là, aidez-moi, je ne sais plus, je me perds. L'un des parents. Alors voilà, on dit le deuxième parent, le troisième parent, mais même là, je me perds un peu. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, proche et associé, et que la fonction de ce proche-là, c'est de sécuriser la femme enceinte, de façon à ce que on voit ce qu'on appelle les radicaux CH3 qui se collent sur la bandelette ADN. Quand la mère est sécurisée par le deuxième parent, on va dire comme ça, les tâches se décollent, c'est-à-dire c'est réversible. Ce qui revient à dire qu'une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Responsabilité familiale et socioculturelle, d'où la nécessité de faire des congés parentaux longs pour une femme et pour un homme, et de former des métiers de la petite enfance. Alors la deuxième niche sensorielle, c'est après la naissance, c'est l'Élisabeth Fivaz avec le bébé, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, la grande sœur, le chien, dont on n'a pas parlé, qui pourtant fait partie des structures familiales. Il y a des cultures qui considèrent que le chien, c'est l'équivalent d'un petit frère. Donc, avec tous les problèmes éducatifs que pose un chien, et que les enfants apprennent très bien grâce au chien. Donc, ça veut dire la constellation familiale. Et puis, la troisième niche sensorielle, c'est celle de la verbalité. Tout à l'heure, j'ai dit comment Françoise Dolto avait raison en disant qu'il fallait s'adresser à un bébé et que le bébé comprend peut-être pas le contenu des mots, mais il est fortement ému par la parole qu'on lui adresse, le visage qui sourit. Il y a des informations sensorielles qui sculptent son cerveau et qui le préparent à parler progressivement avec l'explosion du langage au cours du 3e année. Donc ça veut dire que on peut organiser ce développement selon les 3 niches, et les figures d'attachement sont la mère inévitablement, mais c'est pas forcément la femme qui a mis le bébé au monde. Hein. Par exemple, on voit que les mères adoptantes deviennent des vraies mères. Elles marquent leur empreinte dans le psychisme en développement du bébé, qui s'attache à celle qui est sa mère. Elle ne l'a pas portée, et pourtant c'est sa mère, à condition que cette mère ait été sécurisée par son mari, la culture, etc. Très bien. Vous avez répondu en même temps à la question de Catherine Flora qui demandait, qui s'interrogeait justement sur ces questions de niche sensorielle et qui vous demande aussi s'il y avait quelques lectures pour approfondir cette notion. Alors, les meilleures lectures, c'est mes livres. Hein. Voilà. Je pense que Catherine est déjà Il y a des livres remarquables. Et puis, il y a des livres, dans mes livres, vous verrez les citations en bas de page, que j'ai demandé à mettre en bas de page, les citations scientifiques. Si vous voulez aller plus loin, vous aurez les citations scientifiques. D'accord. Alors, une remarque, ou peut-être même de Marcel, qui est à Québec, et qui vous demande, vous abordez la question des nouvelles familles, et quelle est la part de résilience susceptible d'éveil et de vie nouvelle dans ces nouvelles structures familiales? Alors, on ne sait pas encore. Ce qu'on commence à savoir, c'est que
je reprends ce que j'ai dit, si la mère est stressée, le bébé sera mal. Voilà, ça c'est certain. Si la mère est morte, si on n'a pas de substitut affectif maternel, le bébé sera mal. Et ça, il sera mal de manière durable si on ne lui offre pas un substitut qui déclenchera un processus de résilience. Monsieur Cyrulnik, je rebondis sur ce que vous dites par rapport à une question de Najat, puisqu'il s'agit de cet effet insécurisation, et Najat pose également la question de savoir si c'est irréversible. Alors voilà, c'était la phrase suivante, c'est-à-dire que les troubles ne sont durables que si on ne fait rien. Si on laisse le bébé altéré seul, les troubles seront durables. Ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé dans beaucoup d'institutions, parfois religieuses. J'ai été invité par les orphelins de Duplessis au Québec, où énormément d'enfants ont été massacrés par l'isolement affectif. Donc, mais je souligne dès que on propose à l'enfant un substitut affectif sécurisant, en 24-48 heures, le bébé recommence la reconstruction de ses neurones. Le processus de résilience neuronale est le plus facile à déclencher. C'est totalement contre-intuitif parce que les gens nous disaient si c'est neurologique, si c'est génétique, il n'y a rien à faire. C'est faux. Quand la mère est stressée, les radicaux CH3 se collent sur la bandelette ADN et en modifient l'expression. Dès que la mère est sécurisée, ces radicaux CH3 se diluent et disparaissent. Il y a des altérations neurologiques qui apparaissent très tôt quand l'enfant est abandonné. Dès qu'il y a un substitut affectif et éducatif, en 24-48 heures, l'électroencéphalogramme se régularise et le bébé recommence la reconstruction cérébrale. Et donc la résilience est très vive dans les petites années, mais il faut reconnaître que à mon âge, la résilience neuronale, peut-être qu'elle est un peu moins vive. Donc, j'ai pas encore fait ma puberté, mais je pense que j'ai moins de bouillonnement neuronal que quand j'avais quelques mois ou quelques années. Mais la résilience est très facile à déclencher si on sécurise, dès qu'on sécurise l'enfant. Notez, alors on a une nouvelle question de la salle, et puis ensuite je poserai 2 questions de mon côté et on conclura. Bien, bonsoir. Je posais la question tout à l'heure, vous avez évoqué la dépression. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui. Vous avez cité tout à l'heure la dépression des mères. Et je crois que ce qu'il est important de faire passer, c'est que pour un parent, c'est la qualité du temps que l'on donne à l'enfant, plus que la longueur du temps. Bon, il y a le côté affectif, il y a le côté soin et tout, mais je crois que pour des mères, ce qui est important, c'est de leur passer le message que c'est la qualité du temps, parce que beaucoup de mères travaillent et se sentent un peu coupables, et je crois que c'est important de rappeler que c'est cette qualité-là qui est importante, la qualité du temps que l'on consacre à son enfant. Mais bien sûr, je vous approuve 100 fois. Une mère qui déprime, qui reste tout le temps au contact de son enfant, ne l'aide pas. L'enfant, il a une niche sensorielle appauvrie. La mère sourit pas, parle peu, joue peu et de manière engourdissante. Donc la mère passe beaucoup de temps et si elle déprime, elle n'est pas utile à son enfant. Donc il vaut mieux effectivement. De toute façon, si la mère est jamais là, c'est une catastrophe. Mais si la mère est toujours là, c'est pas très bon non plus, parce que le rythme naturel, c'est d'activer l'attachement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une mère attachante pour se développer. Il faut que la mère se respecte de temps en temps, de façon à avoir un rebond d'attachement au moment des retrouvailles. Donc c'est pas comme vous l'avez dit, je l'approuve 100 fois, c'est pas une durée monotone finit par ne plus être une stimulation pour le bébé. Il est nécessaire d'avoir un rythme et donc de respecter la mère qui a besoin, elle aussi, d'être bien pour que son bébé soit bien. Merci. Alors, on va rester en salle pour peut-être une nouvelle question. Il y avait encore une question. Vous vouliez poser une question? Non, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Proche du micro. Alors, il faut que vous veniez.
Voilà, nous attendons la question. Oui, bonjour, monsieur Cyrulnik, pardon. Vous avez évoqué tout à l'heure les contraintes à l'enfant qui se caractérisent par une manifestation sur l'ADN, et vous avez évoqué une méthylation, etc. Sur l'épigénétique, un CH3 qui s'additionne et qui est régressif, c'est-à-dire il y a ça part une fois que la contrainte est partie. Vous avez évoqué aussi que vous avez dit, oui, moi, j'ai peut-être des trous de mémoire, c'est moi qui anticipe. Et en fait, juste pour aller dans votre sens, une étude israélienne récente qui était sur 6 mois, qui a fait sur des sujets de 64 ans et plus. Ils les ont mis dans des chambres à oxygénation hyperbare, avec un versus souris. Et au bout de 6 mois, les gens qui avaient eu un trou de mémoire, c'était réversible d'après l'étude israélienne. Voilà, c'était juste pour vous informer. Alors Merci. Là, vous m'apprenez des choses et vous me posez des questions. Je connais pas votre question, mais ça m'empêche pas d'y répondre. C'est-à-dire que je pense que quand la mémoire, ce qui caractérise la mémoire, c'est l'oubli. Si on devait tout mettre en mémoire, on serait confus. Pour que le monde soit clair, il faut réduire les perceptions. Pour que notre mémoire de nous-mêmes soit claire, il faut réduire le souvenir. Notre identité est constituée avec presque rien de ce qui nous est arrivé. On n'en retient presque rien des mots prononcés, des situations, des événements. Et ce presque rien nous constitue. Donc je pense que je ne connais pas cette expérience. Je sais qu'il y a beaucoup d'expériences sur la rhodopsine, la transmission de la couleur, transmission génétique de la couleur. Sur le plan clinique, je me méfie un peu de ces mémoires retrouvées. Parce que je crois que d'abord on a une amnésie infantile qui dure qui est variable. Il y a des enfants, schématiquement, l'amnésie infantile disparaît quand la parole apparaît. Freud disait que on ne se rappelle pas nos 3 premières années parce que le bébé a un désir incestueux pour sa mère, donc il est tellement angoissé qu'il fait un refoulement, ce que je ne crois pas, malgré que j'ai fréquenté Freud, j'ai fréquenté Papa Freud pendant des années. Je crois, là, ça, j'arrive pas à croire cette explication. En revanche, je sais que pendant les petites années, les neurones bouillonnent tellement qu'il ne peut pas y avoir de souvenirs parce qu'il n'y a pas de circuits cérébraux stables. Et que lorsqu'on parle, c'est que les circuits cérébraux sont stables, et là, les souvenirs peuvent apparaître. Alors voilà, j'ai mal répondu à votre question, et pourtant je suis très content de ma réponse. Alors, je vous propose une dernière question de Cathy qui nous oriente vers l'un des sujets que vous avez abordés et qui nous reparle de la gravité du traumatisme Covid et vous demande si ces traumatismes sont comparables aux traumatismes de guerre. Alors, aucun traumatisme n'est comparable parce que tout dépend de la manière dont on a été construit avant l'événement qu'on appelle traumatisant. Beaucoup de gens, même pas beaucoup de gens traversent la guerre, même les combats, sans être traumatisés. Il y a une convergence de plusieurs facteurs. Beaucoup d'enfants cachés ont traversé la guerre comme une fête incessante. Ils étaient avec leurs parents, ils étaient à la campagne, certains n'allaient pas à l'école, ils étaient en vacances tout le temps. Et ils ont traversé la guerre sans aucun traumatisme. Donc on ne peut pas faire de barème de traumatisme parce qu'à l'inverse, un enfant vulnérable qui a été isolé, à ce moment-là, cet enfant a acquis un facteur de vulnérabilité, d'où l'importance de la sécurité et de l'éducation des premiers mois. Lorsqu'un enfant a acquis un facteur de vulnérabilité, n'importe quel événement peut le traumatiser. Je travaille beaucoup avec les militaires à Toulon et dans d'autres pays,
Et ils voient qu'il y a une étonnante inégalité de traumatisme. On voit des gars, des filles maintenant, très entraînés, très formés, qui s'effondrent pour un bobo. Et à l'inverse, on voit des gens qu'on croyait vulnérables, qui surmontent des épreuves incroyables et qui les traversent avec une force inattendue. Donc, il n'y a pas de barème de traumatisme, c'est une convergence entre les facteurs de protection ou les facteurs de vulnérabilité acquis avant le traumatisme et surtout après le traumatisme, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, après le traumatisme, si un enfant ou un adulte est laissé seul, il n'a pratiquement aucune chance de déclencher un processus de résilience, alors que s'il est entouré, s'il y a un soutien affectif et un travail de la parole, culturel ou parfois professionnel, s'il y a un travail de la parole, le processus de résilience est plus facile à déclencher qu'on croit. Alors, avant de laisser la parole à Esther pour conclure, peut-être juste un message d'Ivana qui vous a posé tout à l'heure cette question sur la République tchèque et qui relève qu'elle a 25 de vos ouvrages et qu'elle espérait en faire dédicacer un moins un ce soir, mais je crois que Ivana, nous aurons de nouveau l'occasion d'accueillir Boris Cyrulnik à l'Institut Wiesel et on aura le plaisir de vous retrouver également. Voilà, je vais passer la parole à Esther pour conclure. Sur la question précédente, vous n'avez pas du tout parlé du Covid. La question comparait le traumatisme du Covid au traumatisme de la guerre. Alors, vous avez dit qu'il n'y avait pas de barème, mais est-ce que vous pensez que le Covid, que le confinement sont des épisodes traumatisants qui vont laisser des traces? Alors, non, j'ai répondu, c'est-à-dire que ça laissera des traces si on laisse les adolescents seuls. D'où la nécessité dans les mois qui viennent de développer les associations sportives, culturelles, la musique, les concerts, pour que ces adolescents ne soient pas seuls, d'où la nécessité que ces adolescents retournent en présence dans les amphithéâtres, d'où la nécessité qu'il y ait des professeurs interactifs et non pas passifs ou devant un écran. Enfin, merci l'écran, ça a permis de limiter les dégâts ce soir, hein, merci les écrans, mais j'ai fait des cours par écran à l'école de magistrature. Les étudiants n'ont pas voulu recommencer parce que elles s'étaient engourdies devant l'écran. Quand ça dure trop, quand c'est trop répété, on s'engourdit devant l'écran, on n'apprend rien. Donc, à la sortie du virus, si on fait rien, il y aura beaucoup de jeunes qui vont ne pas redémarrer, mais qui nous demandent de rien faire. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire de remettre en place des soutiens pour ces jeunes, soutiens sportifs, culturels et bien sûr intellectuels, pour que ces jeunes puissent reprendre un développement résilient. Docteur Cyrulnik, mille merci, c'était passionnant. Comme vous le dites, on a fait comme on a pu en fonction des circonstances. La prochaine fois, vous venez à Paris parce que c'est vrai que c'est mieux quand vous êtes là en personne. Pour vous, pour nous, sans aucun doute. Bon, avant de dire au revoir à tout le monde et de vous remercier pour votre patience, je voulais vous signaler le prochain rendez-vous de l'Institut Wiesel, qui est le 21 octobre. C'est une conférence de la philosophe Monique Cantos-Perber sur le thème de la liberté d'expression. J'espère qu'on vous y verra. En attendant, passez une bonne semaine. Merci à tous. Au revoir.